Ce malvoyant qui mendie dans les artères de la capitale ne seront peut-être plus le même socialement dans un futur proche. Reçu par le chef de l'État, la délégation représentative de malvoyants, de malentendants et autres handicapés a reçu les assurances du premier citoyen du pays pour une prise en compte des problèmes sociaux de cette catégorie de la population. S'adressant au président de la République, le porte-parole de la délégation, un malentendant, a remercié le garant de la nation pour avoir accepté de les recevoir, tout en l'invitant à tenir compte de leurs revendications contenues dans un mémo reçu avec joie par le président de la République. Pour une rencontre inédite, Félix-Antoine Tshisekedi, visiblement ému, a annoncé qu'il va y avoir un département au sein du gouvernement Ilunga exclusivement consacré aux problèmes de vulnérables, catégories confondues. Un ministère du genre sera une grande première en République démocratique du Congo. Je comprends les difficultés qui sont les vôtres. Ce que je peux vous dire avec assurance, c'est que nous prendrons vraiment en charge tous ces problèmes. Nous n'oublierons personne. C'est vrai que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais au fur et à mesure et dans la mesure du possible, nous allons améliorer le quotidien de nos compatriotes. Je suis là pour ça. N'oubliez pas notre devise qui est le peuple d'abord. Je suis venu vous servir et je me battrai pour que, au moment où je vais quitter le pouvoir, que les Congolaises et les Congolais aient au moins amélioré la qualité de la vie. Satisfait de voir, entendre et saluer le chef de l'État pour certains, ces personnes vivant avec handicap ont fait cadeau de porte-chaussures fabriqués par l'un d'eux au président de la République, en signe de reconnaissance. Le patronat congolais approché par le Premier ministre. Conduite par son vice-président Jean-Pierre Kiwakana, la délégation de la FEC a fait au chef du gouvernement des propositions pour améliorer le climat des affaires, des lois favorisant la croissance, l'application du code minier. Les patrons poussent pour la construction du barrage de Inga 3 pour combler le déficit en énergie. Envoyer un signal fort aux personnes vivant avec handicap. Le fil conducteur fixant les critériums des propositions des candidats ministrables au gouvernement Ilunga l'a indiqué. Cette délégation vient aborder des problèmes spécifiques. Il sollicite un portefeuille et une attention particulière sur leurs conditions de vie. Le pouvoir coutumier, détenteur du pouvoir ancestral, a fait le déplacement de l'hôtel du gouvernement. En audience, le chef de délégation, Fumudifi Mabols, a remis le mémo contenant des propositions des autorités coutumières à intégrer dans le programme du gouvernement. Cette délégation est un échantillon d'un grand groupe qui envahit l'enclos de l'immeuble. Informé, le Premier ministre les a rejoints. D'un geste de la main, Ilunkamba a salué toute la délégation. Ils sont venus exprimer leur soutien et accompagnement au Premier ministre. Les séries de consultations ont pour but d'aider le chef du gouvernement à étoffer son programme. La maladie à virus d'Ebola actuelle a fait plus de 1700 décès parmi les 2600 cas confirmés. Ces chiffres font de cette 10e épidémie la plus meurtrière après celle qui a sévi en 2013 en Afrique de l'Ouest. La situation sécuritaire volatile dans la région en rajoute à la psychose suscitée par une épidémie indécrottable. Aujourd'hui, grâce à l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers un protocole multisectoriel, la situation est en voie de stabilisation. À Beni, l'épicentre de la maladie, des dizaines de malades guéris d'Ebola après plus de 2 semaines de prise en charge médicale. Dans la ville de Goma, les 2 cas avérés sous traitement depuis 10 jours attendent la fin de la durée des traitements requises pour être déclarés complètement guéris. Pour Dr Mouyembe, les spécialistes d'Ebola et secrétaire exécutif de la riposte, on peut bien guérir de la maladie à virus Ebola. Il y a quelques années, nous on disait toujours Ebola, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Je pense qu'à la fin de cette épidémie, il y aura des conclusions qui auront une valeur universelle. C'est-à-dire, l'Ebola, il y aura maintenant un vaccin, l'Ebola, il y aura maintenant un traitement.
s'il y a un malade qui arrive à temps au CTE et qui est mis sous les traitements, nous avons maintenant 4 molécules que nous sommes en train de tester. Donc il y a 80% ou 90% de chances que cette personne soit guérie. Et à la fin de cette épidémie ici, nous aurons certainement, l'OMS va déclarer que telle ou telle molécule, c'est la molécule idéale pour traiter un malade atteint d'Ebola. Au moment où je vous parle ici, si j'avais la grippe, vous pouvez facilement attraper la grippe. Simplement par l'air. Parce qu'au moment où je parle, il y a des gouttelettes de salive qui se répandent dans l'environnement. Et quand vous respirez aussi les virus, vous pouvez donc développer, n'est-ce pas, la grippe. Mais ici, Ebola, pour moi, c'est une maladie qui n'est pas très contagieuse. Parce que c'est par la main. C'est en touchant la peau du malade, en touchant la salive du malade, en touchant les urines du malade, en touchant le sang du malade, qu'on s'infecte. Et si vous ne touchez pas la peau du malade ou du cadavre, vous n'allez pas attraper Ebola. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la propriété de la main. Gardez vos mains propres. Désinfectez vos mains le plus souvent possible. À ces jours, près de 750 personnes dépistées malades ont été sauvées, mais l'hygiène reste de mise. Et donc, ceci démontre bien que le travail se fait avec la plus grande conscience. Plusieurs spécialistes sont sur place. Toutes les précautions sont prises pour que nous allions vers l'extinction de cette épidémie. La situation sécuritaire dans certaines parties du pays préoccupe au plus haut point l'Organisation des Nations Unies. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, François Grignon, s'engage à travailler avec les autorités de la RDC en vue de trouver des solutions aux problèmes récurrents de l'insécurité dans certaines parties de la République démocratique du Congo. François Grignon l'a dit au sortir des entretiens qu'il a eus avec le président du CENSA, Joseph Oling-Ankoy. Le CENSA est une institution qui a joué un rôle important pour aider, je dirais, à la décrispation politique et à l'avancée de la stabilisation et de la stabilité politique du Congo. Donc c'est dans ce cadre qu'il était important de venir et nous venons d'avoir une séance de travail tout à fait, je dirais, amicale et constructive où on a discuté de différentes initiatives qui pourraient être prises pour consolider la stabilité dans le pays. Que ça soit actuellement dans la province de la Sankourou ou dans d'autres zones du pays. Peu après, le président du CENSA a reçu de l'Union des éditeurs du Grand Kasaï le prix de mérite, ceci pour la bravoure avec laquelle il a conduit l'accord de la Saint-Sylvestre qui a permis à la République démocratique du Congo d'organiser des élections démocratiques et transparentes afin d'avoir une première alternance pacifique et civilisée de passation du pouvoir en RDC. Lutte contre la malnutrition, le partenaire de la RDC s'implique dans le processus. Sur la Banque mondiale s'est engagé à investir 5 milliards de dollars dans les 5 années à venir. L'Institut international d'agriculture tropicale, ITIA, a donné son accord d'accompagnement en qualité de partenaire technique dans les activités agricoles. C'est justement ce qui justifie la récente visite du directeur des opérations de la Banque mondiale à la station ITIA de Kalambo, située dans le sud Kivu. Reçu par le directeur général, le docteur Sanguin Teraya, Christophe Carrette s'est dit satisfait de l'évolution de projets lancés, notamment la mise en place de champs de multiplication de variétés de manioc et autres activités sur l'harmonisation de collaboration avec le Burundi dans le cadre de l'intégration régionale. Vous allez voir que cette écloserie a 4 compartiments. 4 compartiments bien sûr parce qu'il y a un compartiment qui n'est pas là, qui est en haut de l'écloserie, donc qui est le temple piscicole, qui est à Nyakabera. Et donc tout commence par Nyakabera, où sont gérés les géniteurs. Les géniteurs arrivent ici, où ils sont traités. Et puis là, on passe à la reproduction. L'Institut international d'agriculture tropicale, ITIA, lutte aux côtés de la RDC et autres nations africaines pour la sécurité nutritionnelle dans les cultures biofortifiées, avec un accent sur la gestion de ressources naturelles et la mise en place de politiques agricoles favorables et bénéfiques au développement du secteur agricole. Conformément au décret numéro 08
018 du 26 août 2008, qui constitue son texte organique, le Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC s'occupe du suivi de la convention de collaboration signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises. À cet effet, les contrats spécifiques d'infrastructure sont négociés entre l'Agence congolaise des grands travaux ACGT et les entreprises chinoises. C'est l'ACGT qui est l'œil technique du gouvernement congolais et qui assure le suivi de l'exécution technique des travaux sur le terrain. C'est la raison pour laquelle l'Agence congolaise des grands travaux, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, est placée sous la tutelle du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, qui est maître d'ouvrage en République démocratique du Congo. Les entrepreneurs chinois chargés de l'exécution des travaux d'infrastructure sont payés par la joint venture sino-congolaise des mines, SICOMINE, sur base des décomptes approuvés par l'Agence congolaise des grands travaux. Il y a lieu de noter que le financement n'est pas assuré par la partie congolaise et qu'à ce niveau, il n'y a aucun risque de corruption ni de détournement. Parce que dans le circuit de financement, Exim Bank of China octroie des prêts à SICOMINE, lesquels servent à financer les projets d'infrastructure et le développement du projet minier. C'est la joint venture SICOMINE qui emprunte les fonds et assure le remboursement des prêts, principal plus intérêt, avec le bénéfice généré par l'exploitation minière. Le lycée Lubusha de Luishan n'a été ni vendu par le prêtre ni spolié par les miniers de l'entreprise Excellent Mineral. Cette société appartenant au compatriote congolais Simeon Kisangama a simplement acheté une partie de la concession non exploitée par l'archidiocèse de Lubumbashi qui en est propriétaire. Confirmation faite ici par M. l'abbé Simon Mwilambwe, chargé des œuvres à l'archidiocèse de Lubumbashi. Déclaration faite devant une forte délégation parlementaire conduite jeudi 8 août 2019 par le président Freddy Kachoba Lubikibwe. Il y avait des menaces de spoliation. L'archidiocèse était aussi confronté surtout au problème des trésors artisanaux. Alors, faute de moyens, nous nous sommes dit non, il fallait réduire la superficie du lycée. Ces propos sont complétés par Maître Arsène Ngolo, avocat de l'archidiocèse de Lubumbashi, qui affirme qu'il était pratiquement difficile de protéger les 24 hectares de l'école. Donc nous étions obligés, tout en respectant les permis d'exploitation des autres, respecter le code minier, eh bien nous étions obligés de négocier avec, comme la loi nous exige. Pour ne pas perdre la totalité, nous avons dit, bon, on cède une partie et on garde ce qu'on doit être à mesure, ce qui doit être à mesure de gérer. Au regard de tous ces éclaircissements, les membres de la société civile, ceux du comité des parents et les chefs coutumiers du coin ont affirmé devant la presse qu'ils s'insurgeaient contre la vente du lycée Lubusha et non de la concession non utilisée. Ils ont pour ce faire invité les parents à inscrire leurs enfants au moment opportun à l'entreprise Excellent Mineral de continuer avec les travaux tout en protégeant l'école. C'est donc une tâche à portée scientifique exécutée par les honorables députés provinciaux du Haut-Katanga qui ont même visité les installations de l'école avant d'interroger la préfète de l'école, la sœur Chantal. 9 août de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des peuples autochtones. Le thème est retenu, Année internationale des langues autochtones. À Kinshasa, les acteurs et défenseurs des peuples autochtones ont lancé un message pour la sauvegarde des langues de ces peuples en République démocratique du Congo. Ces derniers pensent qu'il faut créer un centre culturel et de documentation des savoirs endogènes et traditionnels. C'est pourquoi on a profité de ces cadres d'aujourd'hui pour essayer un peu d'échanger avec le public sur le processus de l'aménagement du territoire qui est en cours. Parce que dans ce processus, l'État vise à mettre en place un plan national d'affectation des terres. Et on s'est dit,
si effectivement l'État veut arriver aujourd'hui à sécuriser et consacrer les droits des peuples autochtones d'une manière globale, cela passerait par leur reconnaissance dans ces plans qui sera mis en place d'affectation des terres. Durant ces mois, plusieurs activités sont prévues, comme le Festival international des peuples autochtones qui va se dérouler en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Nous avons préféré d'organiser en Mbandaka, province le plus peupleux, le peuple autochtone pygmée. Là où se trouve la forêt équatoriale. Kedi Bosoulou, le coordonnateur du REPALEF, plaide pour la construction, plaide pour la création d'un fonds national pour le développement des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Ce vendredi 9 août, Kamba, la Nouvelle-Jérusalem dans la province du Congo central, a vécu l'arrivée d'une mission des membres du bureau de la CENI, conduite par le président Corneille Nangaa Yobelo. Il a épinglé la présence aussi du représentant de l'église kimbanguiste au sein de la CIME, la commission d'intégrité et de médiation électorale qui réunit les chefs des confessions religieuses, Elebe Kapala, et du rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba Mulumba, comme membre de cette délégation. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste et représentant légal, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, les a bénis et leur a réservé un accueil chaleureux et instructif en rapport avec les missions qui leur sont communes. Il s'agit pour l'église kimbanguiste, avec ses 22 millions de fidèles, de l'encadrement du peuple de Dieu sur la terre des hommes et particulièrement le peuple congolais pour sa participation à l'œuvre hautement civique de reconstruction et du développement de la nation RDC au centre de l'Afrique. Ce pays qui a donné au monde le prophète Simon Kimbangu et répand ses enseignements depuis 1921 à travers le monde. Le Congo est Congo, ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les élections ont réussi. Et si les élections ont réussi, c'est parce qu'il y a eu les prières. Nous étions à Kamba ici pour demander les prières à Dieu pour que le pays soit stabilisé. Après les élections, nous sommes de ces rares Congolais qui se sont souvenus que nous avions demandé à Dieu de rentrer pour dire merci et rendre grâce. Il nous a reçus et lui aussi nous a remerciés d'avoir amené les bateaux des élections au bon port, ce qui amène la paix. Et sans la paix, il n'y a pas l'évangélisation. Aussitôt arrivé à Kindu, dans la province du Maniema, toujours dans le cadre de sa mission de pacification, le vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo-Pongo, n'a pas eu du repos. Il a présidé une réunion sécuritaire faisant suite à celle qui a eu lieu récemment dans cette même province, réunissant autour de lui tous les membres du Conseil provincial de sécurité du Maniema en vue de trouver des pistes de solutions pour que la paix dure à jamais dans le sud Maniema où règne l'insécurité depuis quelques temps. À la fin, le vice-gouverneur de la province du Maniema, Jean-Pierre Amadi Lubenga, a fait un rapport détaillé à la presse. Comme vous le savez, nous avons un problème avec les otages qui ont été pris au niveau de la commune rurale de Saramabila. À la base des conflits, la société minière Namoya Mining, qui ne conjugue pas les mêmes mots avec la population autochtone. Le vice-premier ministre a convoqué une série de réunions. Il a présidé personnellement un conseil provincial sécurité au cours duquel des recommandations ont été formulées de part et d'autre. En ce qui nous concerne, nous, en tant qu'exécutif provincial, il a recommandé que nous puissions faire des rencontres répétées avec, premièrement, Banro, mais aussi avec la population autochtone de la commune rurale de Saramabila. La mission, c'est de récupérer les otages. Il s'est fait des recommandations. Les preneurs d'otages exigeaient la libération des prisonniers qui étaient détenus à Angenga. Et le chef de l'État a instruit personnellement qu'on puisse les libérer. Et aujourd'hui, ces détenus viennent de regagner le Maniema par l'aéroport de Kindu. La paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo reste la seule préoccupation pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'émergence du pays.
Les jeunes diplômés universitaires congolais, mieux ceux de la mégapole, ville de Kinshasa, embrassent facilement le chômage plutôt que l'emploi. Cela est dû au manque d'emploi ajouté à cela, le manque d'initiative, sinon la difficulté de créer son propre business à travers la deuxième édition des compétitions de recrutement initiées par la BAT, Battle of Minds, dont le lancement intervient ce vendredi 9 août 2019, sous la présidence du gouverneur de la ville, Jean-Denis Ngobila, vient résoudre cette question de création d'emplois. Plusieurs intervenants se sont succédés derrière Madame Liliane Pengue, qui a fait la présentation globale de cette firme. Pour étayer cette grande initiative, commence une nouvelle aventure et crée une nouvelle ère avec différents sous-thèmes tels que l'enjeu réel du marché professionnel et la sélection après les tests d'embauche. Pour terminer avec l'ABC de la recherche et de l'emploi. Selon Liliane Pengue, manager de cette entreprise, la BAT est une école qui forme les jeunes universitaires diplômés pour bien compétir et combler l'insuffisance d'expérience exigée sur le marché de l'emploi. Face au taux élevé du chômage de notre jeunesse, ne peut me laisser insensible en tant que premier citoyen de la ville de Kinshasa. La jeunesse et l'emploi font partie de mes premières préoccupations et j'ai d'ailleurs décidé d'encourager tout au long de mon mandat toutes les initiatives positives. Conscient du taux élevé de chômage à Kinshasa, le gouverneur Jean-Denis Ngobila ne pouvait rester indifférent. Sa présence témoigne la détermination dû apporter un soutien éloquent. Débarrasser Kinshasa des immondices est déjà en soi une politique heureuse et surtout de très haute portée sociale. On y mettra encore du relief par un choix judicieux des sites de transfert des déchets dans un environnement qui ne soit préjudiciable à la santé de la population. Nous sommes sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu avec le ministre provincial de l'Environnement, Aménagement et Tourisme, Didier Tengue Telito. Et selon les instructions de son Excellence, Monsieur le gouverneur Jean-Denis Ngobila Mbaka, au niveau de Sayo, il y aura un grand site de transit de décharge qui sera construit, qui va accueillir tous les déchets, c'est-à-dire sachets, cartons, et qui va désengorger les communes de Kasavubu, Kalamou, Bumbu, Ngiringiri et une grande partie de Bandal. Nous demandons à tous les pousse-pousseurs qui sont les modes d'évacuation primaire, déjà de dire aux personnes propriétaires qui sont dans leur parcelle, de savoir déjà séparer leurs déchets, de mettre de côté les sachets, c'est-à-dire les plastiques, les cartons, l'aluminium, les ferrailles et les bouteilles. Parce qu'une fois qu'ils séparent cela, ils emmènent ça au niveau des décharges, ils sont directement compartimentés. Nous avons déjà terminé au niveau de Nsiri, nous allons attaquer Mapezo, au niveau de Maenge, au niveau de Wileri, nous avons au niveau de Oyua, nous avons au niveau de Bandundu et nous allons attaquer celui de Sayo. Donc c'est-à-dire que nous sommes en train d'arriver et nous allons d'ici les mois qui suivent stabiliser au niveau des 7 communes concernées phares et nous allons maintenant nous déporter au niveau des communes de l'Est. Le moins que l'on puisse dire, c'est de constater qu'il y a véritablement une accélération dans la concrétisation de la vision du gouverneur de la ville-province Kinshasa de faire de la capitale une ville propre, alors propre au vrai sens du terme. La participation de la femme aux sphères de la prise de décision est une raison légitime pour toute femme. C'est dans ce cadre que le secrétariat général de l'Union pour la nation congolaise, UNC, à travers la cellule de recrutement et implantation, a initié une journée de sensibilisation de la femme à la prise de conscience de son apport dans la gestion de la chose publique. Ces femmes se sont dites prêtes et derrière l'honorable Vital Kamerhe en vue d'apporter leur expertise pour une république 50-50. Comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les mamans de l'UNC, derrière leur président, Vital Kamerhe, sont déterminées à se lever pour réclamer la parité. Les autorités du Congo tiennent compte de la parité. Pour Joseph Papi Okata, l'élection à la tête de la Chambre basse du Parlement de l'honorable Janine Mabunda prouve à suffisance la volonté du chef de l'État, celle d'atteindre dans les années à venir l'effectivité 50-50. C'est la toute première fois qu'on puisse avoir une présidente de l'Assemblée nationale, une femme. Voilà pourquoi les mamans se sont saisies aussi de l'occasion pour réclamer leur quota. Alors nous voulons aussi voir les mamans dans le prochain gouvernement. Femme éducatrice, femme gestionnaire, c'est elle qui gère la base familiale. Sa participation effective dans la gestion de la République ne peut qu'être indispensable pour un Congo émergent.